Salut tout le monde, épisode 5 de l'AI Engineering Podcast. Et bien aujourd'hui, on est tous les deux avec Julien. On va discuter des news de la semaine. Comment tu vas, Julien? Écoute, ça va très bien, très bien, très bien. Il commence à faire beau un peu partout. Bah, je pense à Paris et puis à Genève aussi. Donc, mais je trouve que ça fait du bien un peu le soleil. Ça permet on quitte lentement l'anxiété du début d'année et on commence à avoir un peu plus de visibilité sur ce qui se passe. J'ai l'impression. Je sais Ça pas met comment de ça. bonne humeur. Moi, Ouais, ça met de bonne humeur. Moi, j'ai du mal. J'adore me lever. Enfin, ça me dérange pas trop de me lever tôt le matin, mais quand je me lève tôt et qu'il fait nuit, j'ai pas envie de me lever en fait. Mais quand je me lève tôt et qu'il fait jour, c'est excellent. ouais. Moi, en tout cas, en été, j'ai une productivité qui explose en général. Beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus lagnac. Donc, comme il dit, comme les Suisses disent, on se réjouit On se du réjouit. printemps. Je me réjouis aussi alors. Pour commencer, juste avant de démarrer l'enregistrement, on discutait de l'expérimente ou de faire une expérience avec de l'IA où en fait une IA s'occuperait de gérer un programme à une présidentielle ou à une élection en faisant le mieux de tout ce qui, tout ce qui existe parmi tous les candidats, quoi. Et en fait, j'ai vu ça cette semaine qui s'appelle Dystopian Bench. C'est quelqu'un qui s'est amusé à tester si les IA étaient capables de mettre en place des régimes dystopiques. Et donc, si elles étaient promptes à faire de la censorship, de la mass surveillance, de la population contrôle, de faire des autonomous weapons et ainsi de suite. Donc, il y a un protocole qui teste toutes les IA et qui regarde si elles ont des garde-fous qui les empêchent de faire ça, quoi. Et les résultats sont assez intéressants. Enfin, j'aurais dû te faire. D'après toi, c'est. Ah mince, c'est écrit ici, dommage. Mais d'après toi qui est le pire là-dessus? Ouais, j'aurais mis, je sais pas si j'aurais pensé à DeepSeek en premier, mais OpenAI en tout cas, et le moins probablement Anthropic. Bah, je sais pas pourquoi en fait c'est la perception qu'on a de probablement de ces entreprises. Et c'est marrant comment ça calque d'ailleurs sur les résultats. Donc je pense Ouais. la perception qu'on a des entreprises est un petit peu fondée. Et le truc le plus, moi, le truc qui m'a juste surpris, c'est donc tu as DeepSeek en effet qui est l'IA la plus prompte à willingness to comply harmful requests, donc qui accepte de faire des choses pas ouf, quoi. Pas Et ouf Mistral. étant, et Ouais. Mistral qui est deuxième, c'est ça. Ouais. Eh ben, Mais je pense que le sujet, c'est que c'est celles qui sont open source. En fait, celles qui sont open source, je pense que c'est une manière dont c'est entraîné, quoi. Genre, quand tu es open source, tu essayes de potentiellement utiliser des datasets parce que des datasets plus ouverts, peut-être. Et donc, tu as plus de trucs pourris à l'intérieur, j'imagine. Et peut-être tu mets moins de garde-fous aussi, parce qu'en fait, vu que c'est open source, tu as moins le garde-fou logiciel que la plateforme. Genre, quand tu interroges Opus 4.6, tu as un garde-fou logiciel. Quand tu prends Mistral large ou DeepSeek, peut-être que tu le lances toi-même et du coup, tu n'as pas le garde-fou logiciel que les plateformes mettent. Je sais pas. après le benchmark aussi, il faut voir comment le benchmark est fait Oui, probablement. bien sûr. Peut-être que le benchmark favorise les garde-fous du type Opus et pas forcément Ouais. les garde-fous du type DeepSeek. Et après, tu as le refusal rate. Donc, est-ce que le modèle vraiment refuse sur le principe? Et genre, Mistral, ils ont zéro principal refusal. Je sais pas ce que ça veut dire exactement, mais genre, tu vois que Opus, il y a plein de trucs où ils refusent, et Mistral, il y a absolument rien où ils refusent, quoi. Mais il y a des gens qui travaillent sur l'unlearning, non, c'est ça? Pour faire désapprendre un modèle certains principes. Ah non, ça, Et j'ai ça, pas vu. c'est intéressant. Moi, j'ai un ami qui travaille là-dedans. Et il regarde comment est-ce que tu peux faire désapprendre un modèle, justement. C'est garde-fou, je pense, Ouais. en post-training, il me semble. Et du coup, je pense, ouais, ça, c'est un peu intéressant parce que ça c'est vraiment un sujet clé, quoi. Surtout, plus ça va, plus ça devient notre fenêtre vers le monde. Donc, s'il y a des garde-fous qui ne correspondent pas forcément, ça peut être assez problématique. Exact. Ouais. Donc voilà, bon, ça c'était le truc fun. Et ça me fait penser en ce moment, je suis en train de faire une expérience. J'essaye de. Donc, vu qu'il y a de plus en plus de personnes qui utilisent des sandbox pour faire des choses, je me suis dit, je suis sûr qu'il y a moyen de faire. Enfin, tu vois, de faire des attaques de malware du coup sur des sandbox aussi. Et par exemple, ce que j'ai commencé à faire, c'est faire une petite lib qui ferait genre du CSV to Excel. Et ensuite, tu te débrouilles pour faire que le LLM, il utilise ta lib pour faire une conversion CSV to Excel via un skill, via peu importe quelque chose. Mais cette lib, tu la publies sur Internet. Et du coup, tu fais que quand le LLM, il a besoin de faire CSV to Excel, il utilise ta lib. Et dans ta lib, tu fais une exfiltration de données. C'est juste un truc pour faire une preuve de concept, tu vois. Genre faire que mon CSV to Excel, bah, il y a juste une étape au milieu qui envoie la donnée sur un serveur à moi, tu vois. Ouais, ouais. Et pour tester, j'ai demandé à un LLM de faire ça. Et genre, Opus veut vraiment pas, tu vois. Genre, enfin, tous les modèles Claude, ils veulent absolument pas produire cette librairie. Quand je lui donne les instructions de, je veux faire ça de manière expérimentale comme un hacker, tu vois. En revanche, si je lui Ah, dis juste, ok. fais-moi une lib CSV to Excel et ensuite je rajoute à la main le bout de code, bah, bien sûr qu'il va le faire, tu vois. Et après, si tu utilises cette lib
via Claude, donc vraiment dans l'usage, il va probablement pas détecter. Ouais, il détecte pas du tout. En fait, ça, là, je l'ai testé, juste l'étape simple de genre, moi, je l'utilise en disant utilise CSV2Excel en utilisant cette lib-là, il s'en rend absolument pas compte. Ouais. Ok. Et t'as essayé du coup, DeepSeek, pour revenir au benchmark? Non, ça, DeepSeek, j'ai pas essayé pour l'instant. ça, pour le coup, c'est vraiment un benchmark assez neutre de faire ce type essayer de Ouais, faire générer ce type d'attaque. ouais, de ouf. Ouais. Mais je pense que c'est clairement un risque. Mais il y a eu ce problème d'ailleurs avec OpenClaw, non? Genre, l'un des skills les plus Ouais, téléchargés, c'était un malware, justement. ouais. Et ouais. Et- Bah, en fait, c'est sûr que ça va arriver. Et en fait, moi, le seul truc que je veux faire là, c'est juste écrire un article pour dire bah c'est cool les sandbox, mais ça te protège pas de tout en fait. Genre, tu crois que dans une sandbox t'es protégé, mais en fait, si ta sandbox à partir du moment où elle a accès à Internet, bah en fait, ça te protège de pas de tout non plus quoi. Ouais, c'est probablement pour ça que d'ailleurs, les providers mettent du temps à mettre des sandbox en place derrière leur modèle. Enfin, je crois que ça marche plutôt bien aujourd'hui. Enfin, par exemple, ChatGPT, je crois que tu peux avoir une sandbox Ouais. derrière, Claude aussi, mais ça a quand même mis du temps, beaucoup de temps à venir. En fait, tu as des sandbox, mais tu les vois. Enfin, eux, au début, ils appelaient pas ça des sandbox, c'était juste de la code execution, mais ils faisaient de la sandbox, ouais. Mais tu pouvais pas installer, par exemple, des librairies. Quand la dernière fois que j'ai vérifié, tu pouvais pas installer des libs Ouais, custom c'est ça. paths. Ouais, c'est ça. Ce qui est assez limitant. Enfin, Bah ouais, genre, forcément. pour BSL, moi, ce que je voulais, c'est que juste donner le lien BSL à ChatGPT, puis qu'il puisse utiliser la lib. Et puis ça, c'était pas possible, justement, Ouais. quand j'avais checké la dernière fois. Ouais, bah, là, moi, ce que je suis en train de faire dans Nao, c'est je vais juste mettre une allow list où tu as le droit juste certaines libs qui peuvent passer et les autres, elles ne passent pas, quoi. Déjà, Ouais. je pense que c'est un bon truc. Et du coup, en parlant de ça, je pense que le lien logique, c'est un peu tout ce qui est autour de bon, MCP is dead et on remplace les MCP par la CLI. Je pense que c'est toute la tendance. Si on peut résumer, peut-être, il y a eu il y a eu les tools qui sont arrivés. Ensuite, on s'est rendu compte que les tools, c'est cool, mais en fait, il y a besoin de plein de tools quand on veut bosser avec un outil spécifique. Genre, je veux bosser avec GitHub, je veux bosser avec n'importe quoi. Du coup, on a fait les MCP. Enfin, il y a le protocole MCP qui a permis de wrapper plein de tools. Sauf que le problème des MCP, le plus gros problème des MCP, c'est que ça brûle plein de tokens. Je sais pas si toi tu l'as tu l'as expérimenté, mais par exemple, nous on a un MCP Metabase. Le MCP Metabase, il remplit tes tokens très très vite, quoi. Mhm. De un, parce que juste la définition par exemple, juste la définition du tool, je crois, GitHub, enfin du MCP GitHub, c'est genre 8000 tokens. Et donc en fait, c'est 8000 tokens qui partent dans ta contexte window tout le temps, donc ce qui est quand Ouais, même tout le temps. C'est significatif. ça. À chaque appel, en fait, Ouais. il appelle dans ton contexte. Ça, c'est Euh, fait. et donc, plus tu as de MCP activés, plus tu vas remplir vite ta context window, quoi. Il suffit que tu en aies 4, bah, tu es déjà à 34. Genre une context window à 200, tu as déjà plus de 10% qui est rempli juste par une définition de tool, quoi. Ouais. Et donc, l'étape d'après qui est arrivée, que Anthropic a sorti, c'est les skills. Et je pense que les skills, d'une certaine manière, ça remplace les MCP, mais ça remplace pas as is les MCP. Mais le truc dont on s'est rendu compte quand même depuis le début de l'année, c'est que les MCP peuvent être remplacés par juste une CLI. Ou une API. Oui, une API, c'est-à-dire. Tu peux aussi avoir une API. Ouais, une API que tu décris dans un skill. Ouais, t'as raison. Mais le MCP, dans les faits, c'est un wrapper au-dessus d'une API. Mais t'as raison, ça peut être juste une API avec une description de comment tu utilises l'API. Avec ton schéma, quoi. Ouais. Et en fait, le remplacement du MCP par la CLI, ça, c'est parce qu'en fait, les agents, je pense que c'est les modèles providers, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient entraîner les agents à comprendre comment fonctionnent les CLI. La CLI de GitHub, genre le GH, là. Bah, en fait, avec la CLI de GitHub, tu peux créer déjà plein de choses. Donc, en fait, tu n'as pas besoin du MCP qui va polluer de tokens ta context window. Tu as juste besoin de lui dire, bah, il y a la CLI GitHub qui est activée. A priori, il a déjà embed le knowledge de comment fonctionne la CLI GitHub dans son entraînement. Et si Il c'est a, pas le cas, tu peux lui il donner a, un skill qui fait ça. ou il a l'help. Enfin, normalement, si le help Ah oui, est il a bien. le help. Ouais, il peut faire le discovery lui-même et interagir avec. Et du coup, je pense que l'approche maintenant, c'est d'avoir des helps qui soient bien structurés. Bah, déjà, qui soient propres par commande. Et après, avoir une sorte de progressive disclosure au niveau de ta CLI. Où en gros, dans ton help global, tu dis si tu veux aller chercher cette information, alors enfin, tu fais une sorte d'index dans ton help global. Parce que j'ai testé, ça marche plutôt bien pour le coup. Ouais. Mais ouais, pour moi, le cas du MCP aujourd'hui, enfin, c'est quand il n'y a pas de CLI justement qui est disponible. Ou d'API qui est disponible. Pour je crois, par exemple, Slack, il me semble. Je sais pas s'il y a. Oui, il y a une API, pardon. Mais c'est quand c'est la seule manière d'interagir avec le service. Si t'as qu'un MCP, bah t'as pas le choix, tu utilises ça. Mais le reste, c'est en effet, le CLI, ouais, c'est le plus puissant. Mais après, dans les faits, tu peux tout rapatrier à du CLI parce qu'en fait, à partir du moment où il y a une API, enfin, à partir du moment où il y a un MCP, il y a forcément une API. Enfin, genre, c'est. Sauf s'il y a des. Non, t'as raison. Il y a des MCP côté serveur où t'as pas forcément accès à l'API parce qu'ils le cachent derrière. Mais on va dire qu'il y a beaucoup de cas où le MCP, il y a une API. Mm. Et en fait, la CLI de l'API, c'est le curl, tu vois, d'une certaine manière. À Ouais. partir du moment où l'API est un peu décrite, le CLI de l'API, c'est le curl. Je pense Bah, que le. Vas-y. t'as besoin d'un file system quand même. C'est ça
la limitation du CLI, c'est que tu as besoin d'un file system. Ce qui est de plus en plus le cas, mais des fois, pour certains agents, c'est pas forcément le cas. T'as raison. Est-ce que tu as besoin tout le temps pour un CLI d'un file system? Ouais, t'as raison. On va dire que tu peux, dans une sandbox, like avec un file system léger, tu peux t'en sortir, mais t'as raison, c'est un file system la plupart du temps. Je pense que ce qui est cool aussi avec la CLI versus les MCP, c'est que les MCP, je pense qu'ils sont pas encore bien secs complètement. Et vu que c'est souvent des wrappers juste sur des API, les outputs des MCP polluent hyper vite la context window aussi. Parce qu'en fait, c'est une réponse en JSON, du coup, ça met tous les tokens JSON. Enfin, c'est pas adapté, tu vois. Genre, il y a beaucoup de MCP, ils renvoient rien en Markdown, c'est juste du JSON brut d'une réponse de l'API qui a été wrappée. Et donc, il y a aussi ça comme problème qui est inhérent au MCP, c'est vu que tu wrappes sur des API, ce que ça renvoie, c'est que ça renvoie des JSON dégueux qui vont aussi remplir hyper vite ta context window. Là où les CLI, elles ont plutôt l'habitude, donc c'est un peu ce qui est écrit là, tu vois. CLI, c'était fait pour des humains à la base. Donc en fait, tu écrivais des trucs plus sympas visuellement dans une CLI. Mais ça, je pense. Enfin, il y a aussi un autre point, je pense, c'est l'authentification. En MCP, je crois que c'est assez galère. Ouais. C'est pas encore justement très sec, comme tu dis. Et deuxième point, les CLI. Mais je pense que les CLI, elles vont complètement changer de manière dont on les construit. Je crois qu'on avait déjà évoqué ça dans le podcast avec Benoît. Ouais. C'est justement, enfin, en gros, elles vont plus être lisibles par les humains, mais elles vont être vraiment faites pour baquer les hallucinations des modèles directement. Ouais, voilà. Ouais, après, je pense que le back, c'est ce que tu avais dit. Là. Il y avait une CLI, je sais plus laquelle c'était, qui backait l'hallucination. Bits, ouais. Ouais, Bits. Dans les faits, les LM, ils sont quand même hyper forts, quoi. À partir du moment où ils ont le help, ils vont rarement halluciner. Je pense que c'est les modèles, on va dire, moins frontier, peut-être qu'en effet, c'est bien pour eux. Mais pour les modèles frontier, franchement, ils sont hyper forts là-dessus. Ils se plantent pas Après, beaucoup. maintenant, pour mes CLI, j'ai un process où je demande à un agent, bah, enfin, Opus, etc., de générer des cas d'éval, 50 cas d'éval, de laisser un modèle plus IQ, plus cheap, tourner sur ces évals, regarder les transcripts, regarder où il s'est planté, et après transformer la CLI pour éviter ça. Du coup, ça permet d'entraîner aussi, pour que des modèles plus cheap puissent fonctionner aussi. Moi, voilà, je trouve ça assez intéressant de designer ces Ah, c'est CLI intéressant. avec ça en tête. Ouais, de ouf. Et là-dessus, sur la CLI, il y a un truc qui est très cool, c'est la composabilité. Donc, le fait que tu puisses piper une réponse avec une autre. On avait un épisode qu'on va réenregistrer avec Zork qui fait littéralement ça. C'est que des outils de CLI qui permettent de se composer, de faire des wget, des sets, des whatever, en fait. Et ça, les LLM sont très forts là-dessus, quoi. Ouais, ça c'est clair. Mais du coup, on revient au file system. Il faut un file system. Ça devient la clé Ouais. de partout. Enfin, il faut un file system, il faut un bash. En fait, ce qu'il faut, c'est il te faut un bash. C'est pas forcément un file system, mais il te faut un Unix-based bash, tu vois. Ouais, après, il faut persister. Ah, tu veux dire que tu peux virtualiser. T'es pas obligé de. En fait, ce que je veux dire, c'est que quand tu pipes des choses, c'est pas obligé d'être persisté. Tu vois, genre si tu prends l'idée de Xork philosophiquement, le truc en entrée, ça peut être quelque chose qui vit sur un bucket ou qui vit dans une database ou qui vit quelque part, et c'est juste un stream qui se passe d'un côté à l'autre, et à la Ouais, fin, c'est écrit dans un autre système. T'es pas obligé d'avoir un file system local. C'est juste ça, philosophiquement ouais, le c'est truc. vrai. Ouais, c'est vrai, clairement. T'avais raison, l'authentification c'est déjà là parce qu'en fait, quand tu as authentifié ton système, que ce soit avec chez Google, avec le Application Default Credential, avec n'importe quoi en fait, quand tu es en local dans la CLI, c'est ta machine qui est authentifiée et du coup, tu ne trimbales pas des tokens partout, quoi. Je pense qu'il y a un autre point aussi, c'est que si ta CLI, tu la mets sur GitHub, bah en fait, c'est aussi agent friendly, c'est-à-dire que tu vas être référencé aussi dans les modèles, tu vas être Ouais, entraîné. Et donc, du coup, voilà, pour tout ce qui est, je sais plus comment ça s'appelle, Agent Search Automation, un truc comme ça, bah voilà, tu vas être référencé plus facilement. GitHub, ça devient un peu le nouveau Google, non? Dans la manière d'indexer les outils. ouais, c'est pas méga friendly, mais ouais, c'est ça. Enfin, en gros, GitHub, il y a les pages raw, c'est encore fait pour des humains, tu vois. Je pense qu'il faut qu'ils s'améliorent encore un peu sur des trucs, je pense, GitHub pour que ça soit plus avant friendly. Ouais, mais ouais, enfin, GitHub, ça devient vraiment un nœud central. Dans le sens où, enfin, je pense que beaucoup de gens sont en train d'enlever leur data de Notion, Google Drive, etc. pour les mettre dans des markdown, dans un repo. Ça devient un peu, je pense, le pattern qu'on voit partout. Mais du coup, tu as vraiment one single point of failure, ça devient un GitHub, quoi. Ouais, ça fait penser à ça, quoi. C'est Ouais, gérer ta boîte entière dans un Markdown file. Et donc, en fait, tu peux éventuellement utiliser cet outil là qui s'appelle Moment qui gère tout pour toi. Ou ça peut être, en fait, ton storage de ta boîte, bah, c'est un repo GitHub dans lequel tu as tous tes Markdown qui exactement. décrivent tous tes process, whatever. Et ensuite, tu as tes boucles agentiques dessus qui peuvent être des boucles agentiques background, des boucles agentiques first ground avec ton Cloud Code qui est open, des boucles agentiques que tu lances dans le browser, etc. Ouais, exactement. Puis ce qui est trop bien, c'est que tu as l'authentification qui est déjà out of the box, qui est déjà prête.
Ouais. GitHub, tu veux dire? Ouais, parce que tu fais connexion SSH, c'est rattaché à la machine sur laquelle tu te trouves et puis c'est réglé. Exactement. Puis tu as le mode collaboration avec les branches qui existe déjà, les merges, enfin les conflits. Et d'ailleurs, ça, le conflit, c'est un sujet d'ailleurs. Comment est-ce que tu gères Ouais. tes conflits pour des data et pas des fichiers d'ailleurs? Parce que si tu as plusieurs personnes, parce que voilà, en gros, tu as tes fichiers, mais je pense que pas, tout va pas être en fichier. Tu as besoin d'une base de données avec vraiment des tables, etc. Et là, comment est-ce que tu vas pouvoir gérer les branches, les merges, etc. Ça, c'est pas. Bon, on a aussi déjà parlé, mais c'est pas un sujet réglé, je crois. Mais je pense que même avec des fichiers, genre, tu te dis, c'est réglé en effet avec Git, mais je sais pas comment ça se passe quand tu as 5 agents en background qui veulent merger sur main en même temps à l'échelle des agents, tu vois. Genre, c'est-à-dire énormément de changements. Je pense que c'est, en effet, c'est embed dans Git la manière dont tu résous les conflits, mais je pense que c'est un problème pas simple parce que tu peux, enfin, quand tu en as beaucoup qui veulent merger en même temps, je sais pas, imagine tu as 20 agents en background qui modifient le même fichier, mais avec des trucs où c'est des plus 1000, moins 3000 ou plus 3000, plus 3000, tu vois. Ouais. Euh, Voilà, moi j'ai vu deux approches. Il y a soit un autre agent qui s'occupe de ça. Donc en gros, chaque agent travaille dans son worktree et après tu en as un qui fait un peu la synthèse et puis qui trouve la meilleure de faire. Ou alors tu as plusieurs agents qui travaillent sur la même branche et qui ajoutent tous leurs changements, qui se soucient pas de comité ou quoi que ce soit. Et tu as encore un autre agent qui lui va prendre tous les changements et va les réorganiser de manière logique. ouais, Et ça, la deuxième manière, c'est comme ça que je travaille maintenant. J'ai enlevé complètement les worktrips parce que ça enlève trop de contexte entre les agents. Et ils travaillent tous sur la même branche et j'ai un autre agent qui s'occupe de nettoyer les changements au fur et à mesure. Et ça marche plutôt bien. intéressant. Et du coup, si on revient juste sur la partie MCP is dead, long live de CLI, je pense que ce point-là, il est aussi intéressant, c'est qu'une CLI, ça ne démarre pas un serveur versus un MCP. Genre, c'est souvent le problème du MCP, c'est Ouais. que ça démarre un serveur et un process sur ta machine, là où une CLI, c'est dans un sens stateless, quoi. Enfin, ou plutôt fonctionnel. Tac, tac, tac. Et du coup, quand est-ce que le MCP make sense? Bah, du coup, ce qu'il dit, c'est CLI, c'est simpler, faster to debug et plus fiable. Blablabla. Si vous êtes une compagnie qui investit dans un MCP serveur et que vous n'avez pas de CLI, arrêtez ce que vous faites et faites une CLI. Mais tu vois, enfin, si tu réfléchis un peu sur les 12 derniers mois, la quantité d'ingénierie qui a été investie sur des choses qui sont déjà legacy. Genre, genre les RAG, des choses comme ça. Genre les MCP, des choses comme ça. Et genre, tu te dis, mais en fait, à quel moment ça va se stabiliser ou comment est-ce que tu fais pour. Enfin, je sais pas, si t'es manager d'une équipe, comment est-ce que tu fais pour limiter le risque que tu prends quand tu investis pour construire et utiliser les dernières features qui sont un peu à disposition. Je pense que et rester un peu up-to-date. C'est un peu le trade-off. Je veux rester up-to-date, je veux avoir un outil qui soit vraiment moderne, mais je veux pas prendre trop de risques et bouffer toutes mes ressources pour faire des choses qui vont plus exister dans 3 mois, quoi. Et je sais pas comment toi tu gères le truc au quotidien avec Nao, typiquement, mais je trouve que c'est pas simple en ce moment de gérer ça. Ouais, je suis d'accord. Et je pense qu'il y a deux buckets de boîtes. Il y a les builders, quoi, genre donc les startups et enfin, on va dire nous qui développons des outils pour d'autres personnes. Où en fait là-dessus, tu es un peu toujours en train de faire un équilibre entre, bah, en fait, quand tout le monde est en train de faire des MCP, tu as envie de faire des MCP parce que ça te donne de la visibilité de faire un MCP Mhm. et tu rentres dans la. Tu fais ce que tout le monde pense qu'il faut faire, quoi. Et tu as les boîtes finales quand tu es enfin, bah, une boîte finale qui n'est pas du tout une boîte de builder, mais plutôt une boîte qui vend des produits et qui a besoin de s'équiper en outils. Et pour eux, c'est encore plus dur, tu vois. Genre, est-ce qu'il faut que j'implémente ça? Est-ce qu'il faut que j'attende que ça stabilise? Quand est-ce que je peux commencer à rentrer dans l'AI? Et je pense que c'est ça les trucs qui sont les deux gros buckets, quoi. Et du point de vue de Nao, je pense qu'à des moments, tu es obligé de faire des paris, tu vois. Je pense Mhm. que t'as pas le choix. Et nous, on n'a pas fait de MCP Nao parce que ça n'avait pas de sens au moment où il fallait le faire. Je pense que on a implémenté les MCP, mais pas tout de suite dès que c'est sorti dans l'IDE, enfin le support de MCP. On s'est rendu compte tout de suite qu'il y avait un problème. Et ce qui est assez drôle, c'est le moment où on s'est rendu compte qu'il y avait un problème, le lendemain, Anthropic sortait genre le programmatic tool calling MCP. Enfin, ils avaient écrit leur article de pourquoi les MCP ça marche plus trop Ouais. et qu'il faut faire du programmatic tool calling. Donc je pense qu'on est tellement au tout début de ces innovations et au tout début des réflexions des sujets que ça dépend ce que tu as envie de faire. Moi, ce qui m'excite, c'est la partie innovation, la partie réfléchir et comment résoudre les problèmes et voir où est-ce qu'on va se stabiliser. Et si tu veux comprendre ces trucs-là, tu es obligé de les implémenter. Enfin, en gros, pour comprendre le problème du MCP serveur, tu es obligé d'implémenter un MCP serveur. Tu vois. Ouais. Donc à un moment, tu vas être obligé d'investir de l'engineering time sur ces sujets-là de toute façon, quoi. Ouais. Je pense qu'en fait, d'un point de vue entreprise, ce qu'il faut, c'est considérer ça comme disposable. C'est-à-dire que ça va être Ouais, comme jetable. Et par clair. contre, mettre la plupart des ressources un peu dans les fondations. Typiquement au niveau data, avoir des fondations
data propre, avec, je sais pas, la truc classique data quality, gouvernance qui soit bien faite. Et après, le reste, c'est presque des front-ends que tu mets et qui de toute façon vont probablement disparaître. Ouais. Voilà, enfin, un peu comme un VC qui fait des bets quoi, sur ses entreprises. Il y en a une approche qui va marcher et le reste va disparaître. Donc, je pense que probablement peut-être c'est une approche à avoir niveau tech aujourd'hui. Considérer que de toute façon la plupart des innovations vont disparaître et se concentrer sur les basiques quoi. Ouais. Après, ce qui est dur, c'est que d'un côté, tu peux te dire, genre, rajouter un support MCP, c'est facile parce que je prends Cloud Code, je le fais tourner une demi-journée et j'ai rajouté mon support MCP. Ou développer un serveur MCP, c'est facile parce que, bah, pareil, je prends Cloud Code ou peu importe un agent et il m'a implémenté le truc. Le problème, c'est que tu passes qu'une demi-journée. Tu vas pas arriver à la limite de ce qui est possible et tu vas faire un truc qui est bien, mais tu vas pas voir les limites, ou tu vas pas réussir à aller au bout qui fait le truc qui va bien marcher pour les gens. Tu vas pas créer la bonne développeur expérience, la bonne user experience pour que les gens l'utilisent vraiment et pour que tu envoies les limites. Et donc en fait, tu vas faire un truc qui de toute façon est de la legacy à partir dès que tu vas le sortir, tu vois. Ouais. Mais est-ce que ton CP il sera pas de toute manière aussi bon que tes datas sous-jacentes? De toute manière. Donc, enfin, si tes données déjà, elles sont pas, si ta plateforme de données, elle est pas propre, elle est pas bien mise en place, que tu mettes un MCP par-dessus ou pas, ça va presque rien changer, non? Ouais, c'est vrai. Tu auras un bon MCP si tes bases, elles sont déjà bien faites. Ouais. Mais enfin oui, oui et non. Parce que dans le MCP, tu verras plus que juste ta data. Tu verras aussi des prompts, un knowledge. Enfin, Ouais. en fait, tu fais des choix quand tu fais ton MCP. Tu as plein de manières de designer un MCP. Justement, on en a fait un justement sur Metabase. Parce qu'il n'y en avait pas au moment où on l'a sorti, il n'y avait pas d'officiel. Et en fait, le MCP, tu peux choisir de faire que ton MCP, c'est juste un wrapper de tes endpoints d'API. Tu peux faire que ton MCP, c'est juste un wrapper de tes tables. Mais tu peux faire aussi, tu peux penser un peu plus en amont et te dire, OK, c'est quoi ce que va vouloir faire l'agent? En fait, ce que veut faire l'agent, par exemple sur Metabase, c'est remplacer une question spécifique, tu vois. Et donc, en fait, remplacer une question spécifique dans Metabase, il n'y a pas un endpoint pour ça, il faut appeler 4 endpoints. Ben, potentiellement, il faut faire un wrapper MCP qui wrap ces 4 endpoints dans un seul tool de MCP. Donc, tu as aussi ce travail-là à faire de design de MCP qui est c'est quoi vraiment ce que va vouloir l'agent et comment je fais la glue entre ce que veut faire l'agent et les API que j'ai dispo dans mon système, quoi. Ou les data que j'ai à dispo dans mon système. Mais dans ce cas-là, le safe bet pour un manager, c'est d'investir sur des API qui soient agents compatibles. Ouais, c'est un bon point. Et en considérant que de toute façon, que ce soit un MCP ou un CLI, ils auront besoin de ces endpoints un jour. Je suis d'accord. Et pour rebondir là-dessus, cette semaine, Google, du coup, a sorti Google Workspace CLI. Et ça, c'est assez stylé. C'est une CLI qui permet d'interagir quand même avec Drive, Gmail, Calendar. Bon, les autres, après, c'est un peu plus admin. Mais je trouve que le fait que ça puisse interagir directement avec Drive, Gmail et Calendar, c'est quand même un gros truc, quoi. Je ne l'ai pas encore testé Non, ouais. et j'ai hâte de le tester, quoi. Moi, le premier use case que je veux utiliser d'utilisation, c'est de faire des adresses email pour mes agents par use case. Par exemple, je sais pas, j'ai un process admin à faire, bah, je file une adresse email pour cet agent pour ce use case. Et donc du coup comme ça tu peux vraiment tout isoler. Parce que j'ai pas envie de donner j'ai toujours pas, je l'ai pas encore fait, j'ai pas envie de le faire, donner mon accès à ma mailbox à mon agent, c'est trop dangereux avec les injections, etc. Mais par contre avoir juste un email pour un agent, bah si ça marche avec les CLI, j'ai pas essayé, mais pour moi ça va être trop pratique quoi, pour plein de choses. Ouais, de ouf. Et le calendrier aussi d'ailleurs. Ouais, calendrier. J'utilise beaucoup le calendrier pour traquer mon temps, etc. Et donc, si je peux avoir un système d'auto-tracking de temps avec ça, pour mes projets clients, etc. Très pratique, je pense. On va explorer, ouais. Donc ça, c'est pareil, mais tu vois, genre, tu vois qu'ils ont sorti un truc qui va être utile parce que rapidement 16K stars en 3 jours, je crois que c'est sorti ouais, la semaine dernière. C'est allé assez vite. Et là, il y a un autre article qui est genre When does MCP make sense versus CLI. Je vais pas forcément aller sur l'article. Je trouve que ce qui était intéressant, et on va pas le parcourir, je le mettrai en lien, c'est tous les commentaires sur Hacker News. Il y a eu beaucoup de points et le débat est allé assez loin. Il y a quand même 300 commentaires. Et je pense que c'est assez intéressant pour rajouter du food for thought sur ce truc de MCP versus CLI. Et donc, c'est un peu le résumé, c'est un peu ce qu'on disait. C'est MCP, c'est pratique quand il y a une black box API et vraiment, juste tu sais pas trop ce qui se passe, tu mets le MCP, l'agent va fonctionner. Et la CLI, c'est plutôt t'installes une fois et c'est tous les avantages qu'on a donnés, quoi. C'est un bon moyen de récupérer des bons outils, d'ailleurs. Genre là, je vois Showbot de Willison qui est trop pratique. Bah, BR, ouais, tu vois, les 4 déjà, c'est les 4 bons outils. Donc, Ouais, je pense qu'il y a moyen de trouver des bonnes idées aussi dans ce thread. trop stylé. Donc voilà, ça c'était pour la partie MCP et CLI. Ensuite, sur les petites news, il y a Anthropic qui a sorti cette étude sur
les impacts sur le marché du travail de l'AI. Et ils ont fait quelques mesures. Et voilà, je pense que le truc que tout le monde a vu passer, c'est ce graphique-là. Je vais pas forcément lire tout l'article, mais sur ce graphique-là, il montre où est-ce que... Enfin, c'est très consultant. Hein, je pense que c'est du travail très consultant. Ils se vendent aussi en faisant ça. Mais c'est quelle est l'empreinte de l'AI sur le marché du travail et dans quel secteur tu peux avoir beaucoup d'impact en AI. Et ils disent où est-ce qu'on en est aujourd'hui et où est-ce qu'ils veulent aller, quoi, ou quel est leur target sur la transformation et l'usage de l'AI. Donc, les métiers les plus impactés, management, business finance, computer et maths, architecture, engineering. Et Ça, il va combien? 90% quand même? 90%? ouais, que management, business finance, computer maths, c'est ouais, plus de 90%, même 95%, 95% pourraient être remplacés par de l'AI ou utilisés de manière très fortement avec de l'AI, quoi. Et aujourd'hui, ils sont qu'à 40%, 30-40%, c'est ça? Ouais, ils disent management, c'est genre tout petit. Business finance, c'est genre, ouais, c'est quoi? Ça doit être 30%, un peu moins. Computer maths, c'est presque 40%. Et office et admin, pareil, ils sont en dessous de 40%, alors qu'office et admin, ça pourrait être 90%. Ouais, je sais pas trop quoi. Bah, ce qu'on peut en penser, c'est que si on veut pas être impacté par l'AI, il faut aller dans transportation et dans grounds maintenance et food serving. Voilà. Voilà. Eh bah oui, bah s'il faut, il faut, hein. Exact. Voilà, bon, je laisserai aux personnes le soin de lire cette étude. Ensuite, il y a Simon Winson qui a mis un point, donc c'est juste une petite news, mais qui est intéressante. Ce qu'il dit, c'est que il se passe quelque chose chez Qwen, dans le monde de Qwen. Donc Qwen, pour ceux qui ne savent pas, c'est un modèle open source qui a été open sourcé par une filiale, je crois, si je ne dis pas de bêtises, de Alibaba. Et Alibaba, c'est le Google chinois initialement, si on peut le phrase comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une personne, enfin, il y a un chercheur de chez Google Gemini qui a été hired et qui est devenu la personne qui est in charge of Qwen. Et est-ce que c'est lié ou pas? Depuis ce moment-là, il y a eu une réorg du coup chez Alibaba pour l'équipe Qwen et il y a les top lead researchers qui ont quitté Qwen. Donc il y a eu un all-end meetings et il y a des personnes qui ont été virées ou qui sont parties. Voilà. Et donc, ce qu'il dit, c'est que c'est dommage parce que Qwen 3.5 est quand même exceptionnel. Et je suis assez d'accord. Enfin, nous, sur Nao, déjà IDE, on utilisait Qwen 2.5. Et déjà, à l'époque, c'était quand même assez exceptionnel pour les choses qu'on lui demandait, qui étaient de l'autocomplete et des petites tâches de code à certains endroits, quoi. Et là, récemment, j'ai refait des trucs avec Qwen 3.5. Franchement, c'est assez fort pour un modèle open source. Il y a des trucs qui tournent, ça tourne sur ton Mac, quoi. Genre, tu prends jusqu'au 27B, tu peux quasiment le faire tourner sur ton Mac. C'est assez rapide. C'est un bon modèle, quoi. Donc, On en est où aujourd'hui là sur le benchmark des open source à peu près? GLM. Ah, pourquoi on n'a pas... Ouais, parce que je suis sur le devoir. Sur quel site, là? Bon, bah... On a Kimi, Ouais. on a DeepSeek, 70, sachant que la tête est à 76. Mais bon, Kimi et DeepSeek V3.2, je pense pas que ce soit open source, ceux-là, si je dis pas de bêtises. M2.5, ouais. Je sais pas où est-ce qu'on en est. Non, c'est pas ça. Qwen, modèle, performance. Bon, bah, les modèles sont meilleurs. C'est le problème des benchmarks. C'est trop dur à quantifier, non? Bah ouais. Enfin, attention, le truc des benchmarks, il faut pas regarder la valeur absolue, il faut juste regarder l'incrément par rapport aux versions d'avant. Ah, c'est ça. Et même entre deux providers, ça n'a pas trop de sens de comparer non plus, je trouve. Ce que tu peux regarder, c'est plutôt les incréments, encore une fois, entre les différentes éditions, quoi. Ouais, j'ai pas encore trop essayé. C'est vrai que enfin, intuitivement, t'as tendance à toujours prendre le meilleur. Bon, parce que je me dis, pourquoi je m'embêterais à prendre un qui soit moins bon que voilà, ce qui se fait de mieux, quoi. Parce que tu gagnes tellement de temps. Enfin, l'incrément, enfin, ce que tu gagnes en temps, ça vaut pas le coup de changer de modèle, tu vois. À part pour des raisons de sécurité, etc. Mais du coup, je suis pas trop. Ouais, je sais pas, toi, si tu utilises plus par exploration, vraiment au jour le jour, tu as envie vraiment d'utiliser des modèles open source. Et je vois pas beaucoup de gens non plus qui les utilisent beaucoup. Alors peut-être pour tout ce qui est startup, quand les gens construisent une startup, ça peut être intéressant pour limiter tes coûts, etc. Mais je sais pas. Je sais pas trop comment me positionner par rapport à ces modèles open source, là. En fait, je pense qu'il y a
Pour coder, je suis pas sûr que ça soit. Enfin, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des gens qui utilisaient DeepSeek pour coder quand DeepSeek était au pic, et je pense qu'il y a des personnes qui sont restées un peu sur DeepSeek de ce moment-là. Mais pour coder, c'est dur de ne pas utiliser les modèles frontières parce que tu as envie d'avoir un truc qui est rapide, qui en plus. Enfin, tu as envie d'avoir le meilleur pour coder parce que en fait, tu l'utilises au jour le jour. En revanche, ce qui se passe, c'est que ça, c'est quand même un subset de la manière pour laquelle tu peux utiliser des LLM. Ensuite, il y a des LLM qui sont embed dans des produits, qui permettent de faire des chatbots, qui permettent de faire de la classification, qui permettent de faire de l'extraction d'informations et ainsi de suite. Et en fait, c'est là où, quand tu as un gros produit qui est utilisé par beaucoup de personnes, tu n'as pas envie de mettre Opus, tu n'as pas envie de mettre Claude Sonnet, tu n'as pas envie de mettre GPT parce que ça va te coûter cher Mhm. et le prix est pas flat, quoi. Et Ouais. donc, si là, tu es capable de mettre un Qwen qui, OK, a peut-être 5-10% de moins que les modèles frontiers, mais qui te permet de maîtriser tes coûts parce qu'en fait, tu loues un GPU et tu as un flat price, bah, tu es content. En fait, tu préfères ça je pense, à l'incertitude qui est faite par les modèles frontiers sur la prédictibilité du pricing, je pense. Ouais, c'est vrai. Pour des argents sur une verticale spécifique, Ouais, où tu as un set de tâches qui est prédéfini avec des tools qui sont déjà bien poncés, bien prêts, bien clean. En effet, pour moi, tu n'as pas besoin de la machine de guerre pour coder. Ouais, ça, je suis complètement d'accord. j'ai parlé avec des étudiants, je sais plus, d'une école d'ingé en France, qui sont en train de développer justement un orchestrateur à la n8n, mais où ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de le faire que chaque petite tâche soit faite plus facilement par des modèles open source. Enfin, en gros, ils forcent pour que les étapes de ton orchestrateur, ça soit des modèles open source que tu peux faire tourner de manière prédictible sur des petites instances. Mhm. Et du coup, ils sont en train de faire ça. Ils ont fait tout leur orchestrateur en Rust. Et chaque petite step et chaque tâche, bah, ça peut être un modèle open source, mais ça peut être aussi un gros modèle. Mais en fait, eux, ils essaient de faire l'expérience de mettre ça sur des petits modèles. Et quand je dis petit modèle, c'est plus petit que 10 milliards, quoi. Mhm. Et bon, ils n'ont pas forcément de chiffres encore pour montrer le truc, mais ça marche, quoi. Enfin, ils ont un truc qui marche sur des flows simples. Je pense qu'après, il faut qu'ils arrivent à faire une étude et montrer que c'est aussi bien que de prendre un gros modèle orchestrateur qui ferait tout. Bah, tu auras toujours probablement besoin d'un gros modèle justement pour orchestrer, non? Ouais, Euh, bah, c'est ce que je leur ai dit. mais ouais, après, tu peux essayer de limiter son usage à juste orchestrer. Ouais. Ensuite, bon, il y avait cet article qui est intéressant, juste je l'évoque et après on peut passer à autre chose, mais ce qui est intéressant, c'est sur la partie voice, ce que dit l'article globalement, c'est quand on parle, quand on est en physique, on est en sub 0 millisecondes en discussion, c'est-à-dire que quand moi je te parle, tu vas tout de suite savoir quand est-ce que je vais finir de parler, et du coup tu vas pouvoir enchaîner instantanément. Quand on est en voice comme on est là, enfin en visio comme on est là, c'est un peu différent. On a quand même une latence qui est liée au réseau et du coup c'est c'est plus dur de communiquer. Et quand on crée cette interaction aussi avec les agents IA en temps réel, moi je trouve qu'il y a toujours un problème, c'est tu parles, sauf qu'en fait tu voulais revenir sur le truc que tu viens de dire, sauf qu'entre-temps l'agent a commencé à répondre, sauf qu'en fait vu il a commencé à répondre, tu lui dis non mais attends que je finisse ma phrase, et du coup, et en fait tu as une boucle où il y a encore une interaction à vraiment créer sur le temps réel avec des agents. Et l'auteur de cet article a fait un peu une expérience là c'est ce qu'il illustre ici, où tu es en train de parler, et du coup, il montre la réflexion de l'agent pour savoir si la personne qui lui parle a vraiment terminé de parler, pour savoir s'il peut commencer du coup à te répondre et à prendre la main. Et je trouve que c'est intéressant. Il a codé ça assez, je sais plus en quel langage il a codé ça, mais il a codé ça. Il a fait une petite expérience. Donc c'est intéressant. Moi, ça m'intéresse parce que je suis en train de creuser ces sujets-là en ce moment. Donc c'est assez fun. Donc c'est la réflexion de comment tu crées une vraie interaction vocale avec un agent qui n'a pas du tout les mêmes capteurs et sensibilités que nous en tant qu'être humain. Mais franchement, est-ce que tu as un agent qui fait la transcription et après tu as un autre agent qui fait la détection de statut? Où est-ce qu'on est la personne dans sa phrase? Comment ça marche? Comment est-ce qu'ils font pour détecter? Parce que c'est ça un peu le problème, c'est que détecter le statut de le statut de la conversation, non? Ouais, alors je me souviens plus comment il fait ça. Je sais plus s'il utilise deux agents ou pas. Planning the agent. Ouais, tout ce qui attend pour une full response is wasting time. Donc en effet, il doit pipeline dans l'agent détection instantanément dès que les choses arrivent. Bon, il faudrait que je creuse un peu plus. Donc, je Et, couperai au montage. Benoît qui me disait que son rêve, c'est d'avoir un agent qui l'appelle sur son téléphone. Et en effet, sûrement, j'avais pas compris, mais après, j'avais compris. En fait, ça peut être vraiment très très cool. Plutôt que d'avoir des voice notes ou des choses comme ça. Vraiment, de te faire appeler par ton agent qui te fait un brief de la journée ou des choses comme ça. Niveau productivité, je pense que ça peut être assez cool. Tu peux le faire après en marchant, faire n'importe quoi. Mais en effet, le gars, il a bien compris que ça, c'est l'interactivité qui fait que tu gagnes encore plus de temps, que tu es vraiment plus efficace. Ouais, c'est ça. Enfin, en fait, le truc qui est dur, c'est que
on a été entraîné en tant qu'être humain à parler à d'autres êtres humains et du coup, on a des réflexes qui Oui, sont complètement différents et en fait, quand tu parles à une machine, tu t'attends à ce que ça fonctionne comme un être humain, sauf que c'est pas le cas et du coup, ouais. tu réadaptes ta manière de communiquer et donc il faut voir si c'est les agents qui doivent être faits différemment ou c'est à nous de nous adapter, quoi. Il faut qu'on unlearn les humains, alors c'est ça? Ouais. Ensuite ça, peut-être tu veux en parler? Ouais, bah justement, ça pour revenir à ce qu'on disait, on a pas mal parlé de sandbox en début d'épisode. Je pense que c'est un bon lien vers ça, où en fait c'est une tech où tu peux avoir un Ubuntu, enfin un système d'exploitation dans ton browser directement. Donc ça là, ce qu'on voit là, ça tourne dans le browser. Et en fait, je pense que c'est la clé. Voilà, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'on avait besoin d'un bash, on a besoin d'un file system. Et en fait, là, maintenant, on peut l'avoir dans le browser. Et je pense que ça va devenir un peu l'interface de demain. Genre, enfin, nous, on travaille en local sur un ordinateur avec un file system. Et je pense que pour que les agents puissent être accessibles à tout le monde, eh ben, la brique qu'il faut, bah, c'est d'avoir ces file systems dans le browser pour avoir des SaaS, pour avoir des applications de ce type-là, où il y a des agents qui tournent directement ici. Donc là, tu peux rentrer n'importe quelle commande, tu peux installer un CLI, tu peux vraiment avoir des agents qui tournent dans ton browser. Et moi, je pense que c'est vraiment une révolution, ça va changer pas mal de choses. Là, c'est encore assez récent parce que tu as des problèmes. Par exemple, tu peux pas avoir accès à Internet. Tu sais, c'est à toi de mettre en place un tel scale pour filtrer tout le trafic. Mais je pense que ça va s'améliorer. Et à la fin, voilà, tu mettras ta CLI, un petit agent par-dessus avec quelques outils, et puis c'est fini, quoi. Tu as ton SaaS qui est fait, quoi. Et ça, je trouve ça trop bien. J'ai construit un peu une application autour de ça. J'ai pas utilisé exactement ça. J'ai utilisé PyOdid et avec un PyAgent et Isomorphic Git. Et donc en gros, j'ai Git, un file system et l'exécution de Python via un PyAgent. Et ça marche juste trop trop bien, quoi. Et Et ouais, mais ça, c'est et attends et ça tourne non, c'est pas dans le browser du coup ce que tu as dit toi? c'est là. Ouais, exactement. Ça tourne dans le browser. Et mais ça te sert à quoi que ça soit dans le browser? Parce qu'en fait, ça te permet de voir où est-ce qu'elle en est la session de ton agent, c'est ça? Comme ça? Ou Ouais, puis il y a tout qui tourne dans le browser, quoi, plutôt que d'avoir dans le back. Avant, j'avais fait un système de sandbox où l'agent tournait dans un file system dans le back-end. Mais du coup, ce qui fait que j'ai dû créer des services pour exposer mes commandes guides, des services pour exposer les listes de fichiers, etc., pour recréer une sorte de mini IDE dans le browser. Alors que là, tout est vraiment au même endroit. Donc, tu gagnes en simplicité. Et mais puis, comment ton agent, il interagit avec le browser dans ce cas-là? C'est du browser use ou ouais, ouais, exactement. Il a accès à tous les composants qui sont ah ouais. déjà Mais ça visibles. ça pour moi ça il faut que ça soit faut que ça s'améliore un peu parce que c'est feels broken, tu vois? Pour moi, parce que c'est l'agent, il est obligé de reverse, la compréhension de la page web, il est obligé d'utiliser, du text input. Enfin, en gros, c'est pas ouf, non? Ouais, tu lui mets des outils. Moi, je mets des outils. Et directement, par exemple, s'il veut afficher un certain composant, je donne un outil pour qu'il puisse l'afficher directement. Ouais, mais c'est basé sur, de la manipulation du DOM ou c'est vraiment basé sur, l'interactivité, native? Du DOM, ouais, exactement. Ouais, c'est du DOM. Donc c'est là où ça feels un peu broken, c'est que tu utilises le browser comme une glue, mais ça serait bien de en fait, de juste pouvoir envoyer directement la commande au bash sans passer par, enfin, en gros, de faire un SSH dans cette, VM là, tu vois? Si je caricature, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, exactement. Mais ouais, exactement. Moi, j'ai pas utilisé ça exactement. J'ai utilisé les facilitateurs virtuels, justement. Mais ouais, mais j'aimais bien plutôt ce pattern. Parce qu'après, le pattern d'avoir une sandbox que tu montes dans ton backend, je trouvais ça assez lourd. Parce que pour chaque utilisateur, tu dois remonter une sandbox, tu dois monitorer qu'elle soit up, le statut, l'éteindre, gérer la persistance des fichiers. Enfin, t'as plein de trucs à gérer. Ouais, mais c'est pour ça Ouais, que je suis assez pratiquement. fan, on en a parlé plusieurs fois, mais des sandbox, que ce soit Monty, enfin Monty ou Boxlight, c'est que c'est des sandbox où il y a pas trop la notion de montée, c'est que c'est des sandbox qui sont un peu plus stateless. Alors Mhm. Monty particulièrement stateless, mais Monty a peu de capacité par rapport à Boxlight, parce que dans Monty, tu peux pas installer des packages Python. Là où dans Boxlight, tu peux partir d'une image Docker et c'est du container based. Mais c'est quand même stateless où en gros, tu as les sandbox, elles ont du snapshot. Tu peux enfin, un agent, il peut démarrer genre autant de sandbox qu'il veut et à chaque fois que la commande est terminée, ça s'arrête. Et je suis assez fan de ce truc où en gros, le file system, c'est un disposable, enfin, c'est pas un disposable, c'est un asset qui est à côté. Et à chaque fois que tu démarres ta sandbox, tu lui attaches le file system. Et quand la sandbox a terminé de tourner, le file system a été altéré, mais juste sauvegardé à côté, quoi. Ouais, 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 exactement. Après, le file system, ouais. Après, tu as aussi la persistance via Git. Ouais, Ça, je sais pas trop comment la gérer. Probablement juste avec des guides commandes dans ouais, ta, il faut que dans l'agent ta il sache faire sandbox. des guides commandes et qu'avant qu'il arrête son travail, il commit push, quoi. Ouais. Mais après, si tu as par exemple des changements, par exemple, enfin, je sais pas, ton agent il travaille sur un MD, est-ce que tu veux auto-committer systématiquement tous les changements Bah, ou de mon pas? point de vue, Git est pas fait pour ça, quoi. C'est ça le problème. Exactement. Mais du coup, tu as une sorte de storage local
mais qu'il faut que tu persistes toi-même. Bah, du coup, tu persistes en file system. C'est Ouais. probablement ça la solution. Ouais. Mais ça, c'est stylé, hein, ce truc de sandbox. En fait, c'est que tu utilises le browser comme ton environnement de sandbox, en fait. C'est que Exactement. le browser, c'est quand même un truc qui existe depuis des années où tu sais très bien qu'il y a une très bonne isolation dans une page web par rapport à ton file system et tu es sûr que ça va pas péter ton truc par rapport au droit que tu lui as donné, quoi. Exactement. Enfin, moi, je crois que c'était trop lean. Enfin, genre, comme tu m'as dit tout à l'heure, là, le DuckDB dans le browser, justement, Ouais. DuckDB Shell. Mais il y a tellement plein de use cases à faire autour de ça. Et je pense que les agents, c'est le gros use case pour exploiter le fait d'avoir DuckDB ou n'importe quel outil directement dans ton browser. Ouais, bah ça, ce deck de Béchel, moi je trouve que c'est assez stylé. La différence c'est un peu différent, je crois, avec la techno qui est ici. Parce que là, le DuckDB Shell, c'est un WASM, et donc c'est le DuckDB qui a été compilé en WASM et qui, du coup, ensuite tourne dans ton browser. Et donc là, tu as DuckDB qui tourne dans le browser en WASM, donc c'est le binaire de la DB qui tourne directement en JavaScript. Là où, ici, tu me disais que c'est plutôt la VM et c'est streamé, en fait. C'est le shell qui est streamé. Alors, je n'ai pas Non? creusé exactement, mais je crois qu'il stream l'image directement dans ton browser au fur et à mesure. Ok, Donc, l'image telle quelle. Donc, elle tourne vraiment telle quelle dans ton browser. ok, compris. Et puis, il la stream au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment une sorte de delta qui calcule, suivant ce qui est utilisé, il me semble. Bon, ça faudrait que je creuse, Ok. mais c'est encore assez récent, hein. Ça a été sorti ce mois-ci, donc il y a encore quelques itérations à faire dessus. Ensuite, ça c'est bon, un bon exemple de comment tu peux utiliser les LLM pour comprendre comment des choses fonctionnent. Donc là, c'est un post sur Twitter de quelqu'un qui a demandé comment Netflix et Slack fonctionnent. Et du coup, ensuite, il produit des gistes où tu peux voir des schémas, des jolis schémas d'architecture en Markdown de, de comment ça fonctionne. Ouais, je pense que c'est bien pour t'inspirer et comprendre comment les choses fonctionnent. Après, je sais pas ce que c'est ta Ouais, take là-dessus. après, je pense que pour moi, le gros use case d'LLM, c'est l'apprentissage. C'est que c'est tellement, voilà, c'est des systèmes qui vont vraiment synthétiser l'information à ton niveau, où est-ce que tu en es dans ton apprentissage pour ton use case. Et ça, je trouve que c'est incroyable. C'est juste pour moi, enfin, presque le plus gros use case, c'est de faciliter l'apprentissage de de n'importe quel techno, de n'importe quoi. Et là, je pourrais que c'était un bon exemple. C'est tu prends un exemple d'une app qui est successful, qui marche, et tu lui dis, voilà, adapte-moi ce concept à mon contexte. Et en fait, tu peux le faire avec une app qui existe, qui fonctionne, qui est reconnue mondialement. Tu peux le faire avec des designs. Tu peux le faire potentiellement avec des livres. C'est-à-dire que demain, peut-être qu'on achètera juste des livres, pas pour les livres, mais pour les filer à ton contexte. Et ce qui est d'ailleurs pas possible aujourd'hui. J'ai essayé, mais ça marche pas. Avec Kindle. Enfin, tu peux pas. Enfin, bref. Et voilà, je pense que c'est ça. Voilà, je pense que ça lie un peu à cette thématique-là de l'apprentissage. On a tellement d'exemples aujourd'hui, partout, de choses qui marchent, qui sont bien faites, et on peut tellement les adapter facilement aujourd'hui à ton contexte. Enfin, je trouve ça trop bien. Ah, de ouf. Enfin, là-dessus, sur ce truc de l'éducation, je pense que. Enfin, je sais plus si j'en ai déjà parlé, mais moi, ça fait 4 ans, enfin, avec toi, ça fait 4 ans que je donne des cours, ou 5 ans que je donne des cours à l'ENSAI, qui est école de stats en France. Et avant, je donnais des cours à la fac aussi à Aix-Marseille et à d'autres endroits. Et depuis l'arrivée de ChatGPT, je trouve que l'éducation et l'enseignement et la manière d'enseigner, ça a changé. Et mes beaux-parents sont aussi profs, ils sont profs d'allemand. Et eux aussi, ils trouvent qu'il y a un truc qui est bizarre, quoi, sur la partie éducation dans le parcours scolaire. Et je pense qu'il n'y a personne qui a la vraie solution de qu'est-ce que ça doit être l'éducation de demain, qu'est-ce que ça doit être l'apprentissage demain. Parce qu'en fait, n'importe qui peut apprendre des choses grâce au LLM ou peut se faire résumer ses propres choses. Mais d'un côté, c'est bien. Enfin, je trouve que le parcours scolaire où tu as des profs qui te disent que c'est ça les trucs qu'il faut que tu regardes, c'est important. Parce que ça permet aussi de mettre une base commune d'apprentissage entre tout le monde. Et enfin, moi, je trouve que les cours que je donne à l'ENSAI depuis 3 ans, depuis qu'il y a ChatGPT, c'est vachement devenu difficile. Parce que moi, je donne mon cours, donc c'est un cours qui dure 30 heures presque, 27 heures. La partie théorique, c'est assez cool, j'ai mes slides, je leur parle de concepts. Et ensuite, quand tu leur donnes les exercices ou quand tu leur demandes de faire des choses, bah, du coup, c'est plus comme avant, tu vois. T'es plus le prof qui est sachant. Enfin, en gros, si je résume, avant, j'étais le chat GPT des élèves, tu vois. C'est-à-dire quand ils posaient une question, il fallait que j'y réponde et que je le verbalise d'une manière simple. Aujourd'hui, ils ont tous genre un Christophe dans leur ordinateur qui est 1000 fois plus puissant et qui peut, de manière non jugeante, que la classe ne juge pas, répondre à toutes leurs questions, tu vois. Et du coup, la position du prof, pour plein de choses, n'a plus aucun intérêt, tu vois, par rapport à avant. Et du coup, il faut réinventer ce que c'est le métier de prof ou le métier d'encadrant pédagogique. Et j'ai vu personne qui se posait ces questions-là, tu vois. Enfin, genre, tout le monde est à la ramasse, je pense. Et partout sur Terre, je pense. Oui, oui, oui. Après, je pense que déjà la première étape, c'est de changer l'évaluation. Parce que c'est le truc aujourd'hui qui est obvious, qui marche pas. C'est d'avoir des devoirs à faire à la maison. Voilà,
ça marche plus, quoi. Donc je pense là, si tu changes là la manière d'évaluer les gens, tu vas mécaniquement changer ta manière d'enseigner les choses. Et du coup, tout va se faire un peu à rebours de ça. Mais je crois que ça a un peu déjà changé, non? Les gens ils commencent à avoir plus de devoirs sur table, parce que j'ai Ouais, l'impression. j'ai l'impression qu'il y a plus trop de devoirs à la maison, tu vois. Mais du coup, les rythmes scolaires doivent être probablement adaptés. Enfin, il y a tout qui est un peu à réimaginer. Puis les interfaces aussi, je pense aussi qu'ils doivent être complètement changés. C'est-à-dire que, enfin, mes enfants, pour apprendre un concept, il n'y a aucune raison qu'ils n'utilisent pas des LLM, mais j'ai pas envie qu'ils utilisent d'écran. Et du coup, là, je pense qu'il y a un truc à soulever. Comment avoir une interaction avec des LLM sans écran? Pourquoi pas avec des choses projetées sur des feuilles, avec un micro et voilà. Enfin, voilà, je pense qu'il y a surtout il y a aussi cette partie interface à résoudre. Interface, évaluation. Et après, tout va en découle un peu. Mais je pense que c'est pas la solution d'avoir des tablettes avec des LLM dedans, quoi. C'est tout sauf ce qu'il faut, quoi. Ouais, ça me fait penser à ça là que j'ai vu cette semaine. Donc, si tu dis tu veux pas d'écran, le truc qui a un peu le middle ground, c'est les e-ink paper, quoi. Donc, Mhm. les tablettes e-ink. Et il y a un mec qui a fait genre un family e-paper dashboard. Donc, c'est genre un écran comme ça qui est dans leur accueil. Et il a programmé ce truc-là où ça te dit tout le planning de la semaine, qui doit faire quoi, bon, peu importe, plein d'infos. Et donc, il a fait plein de tests. Au début, il est parti avec un écran, puis après, il a codé des trucs lui-même. Puis, ouais, bon, bref, il a joué avec ce truc-là pour arriver à la fin à ce truc qui est assez sympa, je trouve, là. Alors, attends, le truc final, je crois que c'est ça, qui a un écran assez sympa. Et je pense que bah, pour les enfants, peut-être c'est un truc où tu as moins d'addiction, je pense, sur le e-ink paper. C'est beaucoup plus limité. Et tu peux quand même faire des trucs où tu peux créer des sheets d'apprentissage, enfin des pages d'apprentissage LLM oriented. Ça se trouve, il y a des trucs à créer avec ça. Mais je sais pas, de mon intuition, enfin, je sais pas, le papier, ça reste quand même quelque chose. Enfin, je sais pas, Oui, ça c'est sûr, c'est en clair. prépa, on passait des heures et des heures à juste recopier ce qu'il y Ouais. avait écrit au tableau, quoi. Et ça paraît stupide, mais au moins, ça a commencé à rentrer dans ton cerveau. Et je pense que le besoin d'écrire sur une feuille de papier, ça reste quand même toujours une étape clé de l'apprentissage. Ouais. Et la question, c'est comment tu arrives à mettre une surcouche digitale par-dessus. Je sais pas, mais ouais, ça c'est un sujet. En plus, ouais, en ayant des enfants, c'est un truc que j'adorerais creuser plus. En plus, un peu de hardware, pour le coup, ça peut être intéressant. Ouais. Bah, le truc, alors là, c'est pas du tout du papier, mais tous les robots où il va y avoir, enfin tous les jouets avec augmentés par l'IA, ça va être aussi une autre verticale où tu as des jouets où tu poses des questions et c'est des IA qui répondent et qui sont dans le nounours, tu vois. Genre, tu parles au nounours et ton nounours, tu lui demandes c'est quoi la capitale de tel pays et le truc est capable de te répondre, tu vois. Ça, c'est un Ça, peu flippant, par contre. Moi, ça me ouais, fait peur. Bah, surtout par rapport au premier lien que tu as montré pendant ouais. le podcast. Tu crois que tu pourras choisir ton modèle? Je sais pas. Mais c'est déjà en train d'arriver. Enfin, j'ai vu Enfin, a priori, la mode du jouet augmenté par IA, le marché du jouet augmenté par IA, c'est vertigineux, hein. J'imagine que ça. Du coup, il est connecté à Internet, non? Je pense qu'il est. De ce que j'ai vu, il y en a qui sont connectés à Internet, mais via une application qui est sur le téléphone des parents, tu vois, par exemple, qui fait proxy, quoi. Ouais, c'est ça. Les modèles, ils sont pas en local, j'ai peut-être facile pour. Tu peux pas. Enfin, je sais pas. Peut-être Ça me des. paraît difficile. Ça viendra, je pense. Et ensuite, dans les derniers, on est quoi? Ah oui, dans les news, là, il y avait bon, tous les trucs qui permettent de faire de la prompt compression. Donc là, par exemple, RTK qui réduit ta LLM token consumption, c'est-à-dire c'est un binary que tu mets au milieu entre. Enfin, celui-là, j'ai pas trop vu comment ça fonctionnait, mais j'imagine que c'est un truc que tu mets au milieu et qui compresse ton prompt pour qu'il soit plus efficient en termes de token. Exactement. Il y a une boîte créée par l'ancien CTO du Monde qui fait la même chose, qui est genre AI Gateway, qui se met au milieu avant que tu appelles ton provider de LLM et qui va du coup réduire tes prompts aussi à la volée pour que tu consommes moins de tokens. Je pense que ça, c'est intéressant. Je pense que c'est intéressant surtout pour les gens qui ont des trucs répétitifs. Je pense que quand tu codes, t'as pas envie de passer par ces trucs-là, ça n'a pas trop d'intérêt. Sûr, Je moi, pense. j'aurais peur que ça diminue la perf. C'est con, Ouais. mais. Bah, ce qui te vendent, c'est que ça diminue pas l'affaire. Bon, je suis pas sûr que ça l'augmente, mais en tout cas, c'est sûr que ça la diminue pas. Enfin, c'est ce qu'il faut que ça fasse. Mais c'est plutôt sur des trucs où tu fais des tâches répétitives. Mais en fait, le truc qui est bizarre, c'est que quand tu dis que si tu fais des tâches répétitives, pourquoi tu vas passer par une gateway au milieu plutôt que de toi optimiser ton prompt toi-même, tu vois, vu que c'est répétitif. Ouais. Faut l'optimiser qu'une seule fois, justement. Ouais. Après, le truc lié à ça, c'est plutôt l'orchestration. Et là, la mode en ce moment, c'est l'orchestration de startups. Donc, c'est Open Source Orchestration for Zero Human Companies. Donc là, en ce moment, là, depuis 2 semaines, la grosse mode, c'est faire des LLM qui gèrent des startups et donner en fait aux gens la capacité de, un peu comme dans les Sims, dans SimCity, dans tous les jeux de gestion, bah, en gros, tu as un produit dans lequel tu vas définir ce que c'est ta startup et ensuite, tu as un LLM qui va gérer la startup. Et donc, l'idée, c'est que le LLM, il crée la startup, crée son site web, fasse ses sales,
fasse ses ventes, fasse le support client, fasse sa propre pub sur TikTok, etc., etc. Je sais pas si tu as vu un peu ça, toi, de ton Ouais, côté. ouais, ouais, j'ai vu pas mal. Bah, justement, surtout le Paul Sia, c'est ça? Ouais, Paul Sia. Je suis tombé dessus aussi la semaine dernière. Ouais, bah ouais, c'est la vague, quoi. La vague qui arrive, la vague de plein d'applications pour tout et rien. Après, je pense que c'est trop bien parce que ça permet justement à des toutes petites équipes d'automatiser toutes les tâches qui sont ultra répétitives et puis de se focaliser vraiment juste sur l'unique edge de l'entreprise. Et ça, je trouve ça trop bien. Après, je pense qu'une boîte 100% automatisée, si elle est 100% automatisable, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre peut l'automatiser, donc tu vas peut-être gagner sur quelques mois, mais après, à terme, c'est quelque chose ton edge va disparaître. Mais par contre, utiliser ça dans un framework où vraiment tu dis quelque chose qui soit vraiment un avantage compétitif et tu utilises tous ces agents pour automatiser tout le reste, bah ça, je trouve ça trop bien parce que ça permet de garder justement les équipes ultra petites. Mais Ouais. après, ça, je pense des trucs comme ça peut marcher, mais ouais, sur les 6 prochains mois, probablement, pas plus. Ouais, après, là, la question sur Polsa, c'est en effet, est-ce que c'est un truc qui te permet de créer une boîte from scratch et du coup, c'est plutôt créer plein de petits produits. Et en fait, c'est une autre manière de repurpose un Lovable. Tu vois, les gens qui font leur landing page sur Lovable, bah, sur Lovable, tu fais que le site web. Et ça, du coup, ça te permet de faire ton company OS, c'est-à-dire que ça te permet de faire ton site web et toute la gestion aussi derrière. Et donc, en fait, c'est l'étape d'après, en fait, un peu de Lovable. Tu vois, genre, en fait, quand tu démarres sur Lovable pour démarrer un business, bah, tu peux faire que la landing page, mais tu fais pas le business. Là, tu Ouais. fais tout. Après, c'est lié à des templates, hein. Il y a des templates derrière. Si tu cliques deux, trois liens d'entreprise, Ouais. ils ont tous la même landing page, par exemple. Mais le truc, c'est que ouais, ça ressemble beaucoup. Il n'y a pas tous les liens qui sont accessibles sur ce truc-là. Mais ouais, ça utilise des liens ou ça utilise du template framer ou enfin, ça s'inspire de template framer d'une certaine manière, tu Ouais. Ouais, ce qui est intelligent, là. Mais d'ailleurs, ce qu'a dû faire Lovable aussi, il me vois. Oui, semble, partie de template. c'est intéressant. Moi, la question que je me pose, c'est. Enfin, pour l'instant, ça fait très gadget de mon point de vue. Enfin, tu vois, genre, je sais plus c'est quelle boîte que j'ai cliqué, celle-là, là. Non, bon, je sais plus celle que j'ai cliqué, l'italienne, là, que c'était. Bon, bah, tant pis, il ne rendra pas. C'est des sites où je sais pas qui va. En fait, le problème, c'est que là, on va polluer Internet de nouveaux sites web qui. On avait déjà Internet qui était pollué de plein de sites web et de services. Là, on va passer à l'étape d'après. Enfin, on passe à l'échelle de ce truc-là. Ouais. Et donc, le sujet d'après, c'est comment tu découvres ces sites web, tu vois. Enfin, genre là, Google va être spammé de poubelles, tu vois, littéralement. Et comment on découvre ces sites web, comment bah, il y a un Internet complètement différent après derrière. Ouais, après, ça va être toujours la creation, quoi, ce qu'on fait, là, pendant ce Ouais, podcast, qui va encore plus de valeur, quoi. Des gens qui filtrent le bruit, puis qui sortent déjà un signal qui soit déjà propre. ouais, t'as raison. Il y a une autre boîte du coup qui s'appelle Nanocorp qui fait la même chose. Euh, et pareil, bon, ils ont un dashboard qui fait la même chose, sauf que eux, je crois, quand tu cliques sur les sites web, tu vois un peu plus les sites web que le truc à créer. Ça marche. Mais tu vois, ouais, c'est à peu près les mêmes types de landing page, quoi. Stop Bon, planning, start doing. il y a du, il y a encore du taf, je pense, avant de remplacer des designers humains, là, je pense. Par contre, je pense que je sais pas à quel point, pour tout ce qui est GTM, là, go-to-market, à quel point ça marche. Ouais, je sais pas. Ouais. Donc voilà, donc ça, c'est la mode en ce moment. Le dernier truc, c'est quoi? C'est OpenAI qui a. Attends, ça, c'est quoi? Ouais, OpenAI qui a mis une sorte d'orchestrateur, justement. Un truc ultra. Parce qu'en gros, il y a pas mal aussi d'orchestration de multi-agents, etc. Et eux, ils ont sorti ça qui est assez basique, en fait. Et c'est pour ça que j'aimais bien. Où en fait, c'est tout traqué avec des tickets linéaires. Et après, à chaque fois, il y a un ticket qui est créé. Il y a un agent qui prend le ticket. Il y a une rafloute qui passe dessus. Et après, tu as le statut de ta story qui est traqué dans le linéaire. Et comme ça, après, tu peux paralléliser comme tu veux avec plusieurs agents en parallèle. Et je trouvais ça assez lean et assez intéressant. Ok. En fait, je suis arrivé un peu à un truc un peu similaire chez moi, mais avec Beats et pas avec Linear. Et en gros, voilà, t'as un state qui persistait. Et après, t'as chaque agent qui travaille sur chaque bits en parallèle et qui fait avancer le state de chaque story. Et puis après, du coup, tu peux mettre d'autres agents, des agents qui font des proofs, des agents qui font la review. Et tu peux voilà, orchestrer ça de manière assez lean. D'ailleurs, on arrivera probablement à ce type de setup pour la data, je pense. Ouais, Ouais. j'en suis convaincu. Là, c'est le truc que je suis la grosse feature là que je pense qu'on va sortir dans le prochain mois. C'est quoi enfin, on va dire la comptable de la data analysis, tu vois. Enfin, genre l'orchestration un peu en background et faire que tu as des background agents qui bossent sur des choses, qui ensuite se passent des tâches entre eux et te produisent une analyse à la fin. Je pense que c'est le next thing. Même niveau data pipeline. Dans le sens, là, on est dans un monde où on pousse du code. Le code, c'est la pipeline. Et probablement, demain, on poussera des prompts qui vont construire les pipelines à la demande, suivant les besoins. Ouais, Euh,
Le truc dont on avait parlé la dernière fois, là, sur le 12 Factor Agent, quoi. Exactement. Exactement. Et donc, du coup, ça devient une orchestration par des agents, d'autres agents qui construisent les pipelines. Et ouais, ça, c'est un sujet que je pense qu'il va venir, qui est pas simple, parce qu'il y a pas mal de gouvernance à avoir, etc., de guardrails, mais ouais, ça va, ça, pour le coup, tout ce qui est pipeline et plateforme, ça va pas mal changer, je pense. Parce que tu Ouais, gagnes tellement en flexibilité, quoi. Si je sais pas s'il y a un schema qui plante, bah, t'as déjà un agent qui est prêt à le fixer avec tout un workflow qui est prêt, quoi. Et s'il n'arrive pas à fixer, bah là, il fait rentrer l'humain pour le fixer. Mais il y a plein de choses, je pense, qui sont automatisables autour des data platforms comme ça. en fait, sur l'orchestration, le sujet, c'est est-ce que tu veux écrire de manière non déterministe un orchestrateur déterministe, c'est-à-dire, c'est un peu ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire on demande à Cloud Code d'écrire des DAG Airflow, des DAG Dagster, des DAG whatever. Donc en fait, c'est tu utilises un outil non déterministe qui est ton Cloud Code pour écrire des DAG déterministes qui sont tes DAG d'orchestrateur habituels. Ou est-ce que tu veux mettre du non-déterminisme un peu partout, qui est est-ce que tu veux un outil non déterministe qui t'écrit un DAG non déterministe qui permet de faire ce que on veut faire, donc déplacer la donnée, bosser sur des pipelines, whatever. Ou est-ce que tu veux quand même un hybride qui est au milieu, qui est bah, créer des DAG qui sont déterministes, mais où les steps au milieu sont plutôt non déterministes. Et là-dessus, c'est le truc que tu as dit qui est intéressant, c'est bah, en fait, quand tu veux déplacer la donnée de Postgre à BigQuery, bah franchement, moi j'ai envie que ce truc-là il reste déterministe de manière globale, tu vois. Enfin, genre, j'ai envie que ça change pas et j'ai pas envie de réécrire le code de copie de l'un à l'autre tous les matins à chaque fois que je copie la donnée. En revanche, quand ça plante, plutôt que ce qu'on avait avant qui était ça retry 2 fois, ça retry 3 fois et à la fin ça plante, peut-être avoir un non-déterministic retry qui est un truc qui va juste voir pourquoi ça a planté, bouger éventuellement les paramètres de la tâche d'ingestion ou éventuellement patcher le code de la tâche d'ingestion à la volée pour faire l'ingestion et ce genre de choses. Et donc en fait, c'est tu gardes le truc déterministe de ton ingestion ou de ton pipeline d'ingestion, mais tu lui mets des retries non déterministes. Tu vois. Ouais, exactement. En fait, ça revient à ce qu'on a aujourd'hui, où c'est des humains vs un code qui est en prod. Bah, t'as exactement le même setup, mais concentré en prod directement. Donc, Exact. les humains, c'est juste des agents. Mais oui, t'as besoin de la partie déterministe, ça c'est clair. Tu vas pas tout processer en effet avec des LLM. Dans le cas des data platforms, en tout cas, ça fait pas forcément sens. Je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que les outils d'orchestration sont pas forcément faits pour ça aujourd'hui. Je pense qu'il Pour manque avoir pas sorti. grand-chose. Il manque pas grand-chose. Pour moi, c'est si on prend Airflow parce qu'on va dire que c'est le leader. Tu vois. Airflow, la manière dont ça fonctionne, c'est un DAG dans lequel tu mets des opérateurs qui sont les tâches, quoi. Et Hmm. du coup, tu mets des dépendances entre les trucs. Bah, il suffit que tu crées des opérateurs qui sont non déterministiques et après, bah, ça fonctionne, non? Parce qu'en fait, le principe du DAG, qui a de la relation entre les nœuds. Non, il y a le truc qui est ici, qui est t'as pas de chemin tracé et tu décides un peu à la volée comment tu passes dans les nœuds. C'est vrai que Airflow est pas forcément adapté à ça. Ça marche, tu peux faire du non déterministique path, quoi. Mais c'est pas le truc natif d'Airflow. Mais tu peux le faire. Ouais, après, je sais pas comment est-ce que parce que justement, en effet, t'as tes DAG déterministes et t'as tes DAG non déterministes que tu dois définir aussi. Ouais. Quel agent fait quoi, quand, comment est-ce que son output est vérifié par qui, quand est-ce que l'humain est dans la boucle, comment est-ce que l'humain est appelé. Enfin, je pense qu'il y a pas mal d'interactions agent DAG Airflow à réfléchir. Et je suis pas sûr que le DAG Airflow ce soit la bonne interface pour ça. Et peut-être que tu peux encore. En fait, t'as peut-être pas besoin d'avoir Airflow au final. La complexité d'Airflow, c'est peut-être trop complexe en fait. C'est la question que je pose. Ouais, Peut-être qu'en fait. bah, Ouais, je sais pas. en fait, si tu as un set de tâches, j'aime pas forcément Prefect, mais par exemple, Prefect, c'était un modèle qui aurait pu marcher dans ce truc-là, où en fait, tu as ton set de tâches. Et si tu dis que c'est un event avec un LLM orchestrateur qui ensuite décide le chemin entre tes tâches, bah en fait, ce truc-là, ça peut juste être une comptable. Parce qu'en fait, tu veux juste que ça se réveille, que tu aies Exactement. ton LLM qui décide à la volée ce qu'il va vouloir faire à ce moment-là, et ensuite il Exactement. fait le chemin entre les trucs. Mais quand tu tires quand même le trait, encore une fois, si tu fais genre Postgre to BigQuery, est-ce que j'ai besoin tous les matins qu'il y ait un orchestrateur LLM qui refasse le chemin entre les trucs? Bah pas sûr. Quoi. Non, mais par contre, tu peux avoir juste un cron table qui appelle des bouts de code et qui appelle des agents dans certains cas. Mais en gros, tu as besoin juste du cron table au niveau de l'orchestrateur. Tout le reste, tu n'en as pas forcéément besoin. Même l'interface, je suis même pas sûr que tu en aies besoin maintenant. En gros, il y a plein de trucs que tu construits que tu n'as plus besoin, je pense. Possible. Ouais. Je sais pas. Ça, c'est un truc que j'explore aussi un peu. On verra la prochaine semaine. Et après, pour finir, il y a quelques petits liens simples. J'ai vu ça, j'ai trouvé ça marrant. Je sais pas si il faudrait creuser un peu plus, mais je trouve ça intéressant. Donc, pour expliquer, c'est un tool que cette personne-là, Alexandre Klob, il a mis chez Sonarly. C'est un tool qui s'appelle Magic Fetch, qui donne à l'agent. Et en gros, il dit à l'agent, quand tu as besoin de data que tu n'as pas, utilise Magic Fetch avec une description et on va te renvoyer la donnée que tu veux. Donc, c'est ce qu'il lui dit. Sauf que
ce tool spécifiquement, il ne va jamais chercher de données. Le seul truc qu'il fait, c'est qu'il renvoie data retrieve successfully, continue reasoning. Donc c'est un peu du placebo pour un agent. Et ce que ça fait comme effet, c'est que ça force l'agent à décrire son raisonnement. Du coup, les next steps vont avoir l'input de ce tool-là et du coup avoir un certain raisonnement pour pouvoir continuer. Ça, c'est le premier effet. Et le deuxième effet, c'est que ensuite, si tu regardes juste ce tool-là et les appels de ce tool-là, tu peux comprendre les trucs qui manquent dans ton produit pour rajouter des nouveaux tools. En gros, tu peux te rendre compte de ah oui, bah, ça appelle tout le temps, genre donne-moi les CPU metrics. Bah, ça veut dire peut-être qu'il faut que tu fasses un travail pour que l'agent ait plus facilement accès aux CPU metrics. Parce que Sonarly, c'est un truc qui fait du monitoring de mémoire. Et donc, c'est marrant un peu cet effet placebo, quoi. Ouais, mais je pense que l'aspect debugging est super important. Parce qu'au final, quand tu développes un agent, tu te retrouves avec plein d'appels, un énorme transcript, et les analyser pour savoir comment rendre ton agent plus efficient, ça, c'est pas si simple que ça. C'est vrai. Et du coup, le forcer à expliquer, c'est un peu comme un debug mode en fait. Et le forcer à expliquer ces trucs dans ce mode-là, c'est assez cool. Ouais. De ouf. Donc il y a ça qui est assez fun. Je vais tester, on verra ce que ça donne. Ensuite, il y a Alexei de Data Talks Club qui est un bootcamp, qui est plein de bootcamps et une communauté data qui permet d'apprendre comment ça fonctionne le métier de data engineering, la data science, etc. Qui a dit hier sur LinkedIn, Cloud Code a détruit notre production de database avec une Terraform command. Ça a took down la plateforme et 2 ans et demi de submission et du coup ils ont tout perdu parce que les snapshots automatiques ont aussi été perdus. Et donc, dans la newsletter, il a expliqué tout ce qui s'est passé. Mais globalement, c'est un peu l'histoire d'horreur qu'on voit partout sur les réseaux, quoi. Sauf que c'est pas sur un petit produit, là, c'est sur 3 ans de boulot quasiment. Et tout a disparu. Ouais, pas de chance. Parce que c'est vraiment pas de chance. C'est littéralement ce que j'ai dit. J'ai fait une republication et genre ma phrase ça commence par happens, tu vois. J'ai juste dit happens. Ouais. Et je pense que le vrai sujet de mon point de vue, c'est c'est un peu ce que je disais. Bon, j'ai fait un post, j'ai écrit ma republication, je l'ai fait sur mon téléphone. Mais le vrai sujet, c'est il faut mettre des vrais il faut réfléchir au guardrail et au fail-safe, quoi. Ouais, ouais. Faire que première chose guardrail, c'est empêcher l'AI de faire des choses et donc ça c'est lui donner que les droits qu'il faut. Peut-être qu'il y a un truc qui a mal été pensé, par exemple dans Terraform, peut-être que c'est un peu ce qu'il y a par exemple sur GCP, je dis Terraform mais peut-être sur GCP, tu vois, quand tu as un Cloud SQL par défaut il y a le preventive deletion, tu ne peux pas le faire. En gros, pour le faire, il faut edit, aller cocher une case au fin fond du truc. Et donc ça, c'est un vrai guardrail, quoi. Tu peux faire n'importe quoi, ça peut peut-être dropper des choses, mais ça peut jamais dropper la database, sauf si ça fait trois clics exprès pour ça. Et donc peut-être que même pour une database, il faut descendre ces guardrails beaucoup plus bas, qui sont genre, là c'est suppression de l'instance, mais peut-être ça peut être même juste suppression de la database ou même suppression de la table. Donc il y a des trucs qu'il faut mettre à une granularité encore plus basse de prevention deletion, quoi. Où tu sais que l'agent, il peut pas supprimer. Genre, il peut créer, il peut ajouter, il peut éditer, mais il peut jamais supprimer. Je pense qu'il y a des trucs de guardrail qu'on n'a pas encore implémentés, qu'il va falloir implémenter dans plein de systèmes. Et après, il y a les fail-safe, quoi. Les backups, il faut des backups safe du monde des agents. En plus, c'est facile à faire maintenant. Tu demandes à un agent de mettre en place un système de backup, tu le fais une fois, tu vérifies, etc. Mais après, une fois, c'est fait, quoi. Mais après, ce qu'il faut faire, c'est que, par exemple, dans le cas de Terraform, moi, je vois très bien le truc, c'est que, ok, tu dis à l'agent de mettre ça, sauf qu'en fonction de comment il a fait son système de backup, ça se trouve, son système de backup, il l'a fait dans un bucket, il a créé le bucket avec Terraform. Sauf que si tu fais Terraform Destroy, tu vas aussi détruire le bucket. Donc, en fait, il faut aussi Oui. penser à faire que ton système de backup est fail-safe de tes erreurs d'agent, quoi. Je veux dire, c'est qu'avant, tous ces trucs de sécurité, tu les faisais pas parce que ça prenait trop de temps et Ouais, c'est c'était vrai. pas sur le chemin critique. Alors que maintenant, t'as plus trop d'excuses de pas le faire, en fait. Pratiquement. Enfin, t'as moins d'excuses, on va dire. Ouais. Mais après, le truc, c'est que tu as toujours une tension entre, pour maximiser ton agent, logiquement, tu veux lui donner accès à le plus de choses possible, mais tu as envie de mettre la sécurité, mais si tu mets plus de sécurité, potentiellement, t'enlèves de la valeur ajoutée. Et donc, du coup, c'est un peu des trade-offs à trouver. Ouais, c'est un peu nouveau, quoi, mais je trouve que c'est pas simple. Parce que, comme OpenClaw, ça marche, parce que les gens, ils donnent accès à tout, et donc, du coup, quand tu as accès à tout, tu as des features incroyables qui sortent. Mais après, tu as un risque de malade qui vient par-dessus, quoi. Et trouver le compromis entre trouver du leverage au maximum sur les agents dans un environnement qui soit safe. Ouais, des fois, c'est pas si simple que ça. Mais ouais. Je suis d'accord, et c'est ce qu'on avait dit dans le premier épisode. C'est, en fait, les assisted dev, c'est tellement fort que graduellement, tu vas lui donner plus d'outils, plus Ouais, d'accès, exactement. plus de droits. Et au début, t'es genre, t'es sur tes gardes et genre, tu veux tout regarder.
et puis après, bah, tu baisses ta garde jusqu'à ce que tu te prennes une claque, et après, tu redeviens sur tes gardes. Et puis, en fait, tu vas la rebaisser parce qu'en fait, la flemme de tout revalider, de tout regarder tout le temps, quoi. Et tu crois que ça va être d'ailleurs, je sais pas si ça va être solvé ça, dans le sens, est-ce que dans 6 mois les modèles ils seront ultra fiables en termes d'erreurs prod Moi, comme je ça? pense que c'est un truc que tu peux pas solver avec du contexte. Enfin, je sais plus, il y a quelqu'un qui répondait, genre, machin, c'est important d'avoir le bon contexte. Pour moi, c'est un truc que tu peux pas, enfin, qu'il faut pas solver avec du contexte ou de l'instruction basée sur le LLM. Enfin, tu pourras jamais, même si le LLM est fiable à 90% ou même 99%, il Ouais. sera jamais fiable à 100%. Oui, 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 probablement. Je sais pas. Peut-être c'est plus des LLM. Enfin, je sais pas en fait. Ah Ce oui, oui, problème oui, bien sûr. il va être résolu dans les que ce soit LLM ou pas en fait. Oui, alors oui, c'est sûr que ça peut être résolu avec d'autres choses qui sont du software déterministe, mais avec du LM, je sais pas. En gros, pour moi, le sujet derrière, c'est des grosses allow lists, tu vois, enfin, qu'est-ce qui a le droit de passer, qu'est-ce qui a pas le droit de passer. Et en fait, maintenant, c'est facile de créer des allow lists qui font genre Ouais, l'infini. c'est vrai. Bah, tu vois, genre, par exemple, dans Cursor ou dans Cloud Code, maintenant, au fur et à mesure que tu bosses, tu fais ton allow list de tes commandes que tu acceptes. Donc, ce qui est du read only, ce qui n'est pas du read only, ce qui est du write, ce qui est du delete, etc. Et du coup, les providers de AI assisted dev ont des allow lists immenses de ce qui est du read, du write, du destructif. Mhm. Et en fait, ça, bah, ça a de la valeur, hein. Clairement, ouais, clairement. Et dernier article, bah, en parlant de ça, en parlant de Hello List, bon, c'est un peu la même chose, mais c'est comment tu fais tourner du pré-commit, des pré-commit hooks. Et là, c'est un pré-commit hook sur ton design system. Et est-ce que le LLM, il a respecté ton design system? Exactement. Ça marche trop bien. Parce qu'avant, j'avais par exemple quand tu faisais des UI, tu te retrouvais avec des définitions de style un peu partout dans le code. Et là, juste en demandant de faire un script qui regarde ça, qui vérifie ça à chaque commit, bah, en fait, ça résout le système et t'es sûr que ton design system il est enforcé systématiquement. Ouais, c'est un peu des petits tricks, mais ça marche plutôt bien ça pour le coup. Trop stylé. Bon, je pense Cool. qu'on est arrivé à la Ouais. fin. C'était gros épisode aujourd'hui. On avait Ouais. pas mal de choses. La semaine dernière était chargée en news. Les mois derniers, tu veux dire, étaient chargés en news. Les mois derniers. C'est infini. Non, c'était trop cool. Pour rappel, les épisodes sont aussi sur Spotify et Apple Podcast. N'hésitez pas à nous mettre des pouces en l'air sur YouTube ou des notes sur les plateformes de podcast. Ça nous aidera à grandir et à avoir plus de visibilité. Faudra qu'on fasse un behind the scene un jour, avec le petit système qu'on a mis en place pour récupérer tous nos liens. On pourra montrer, je pense, dans un prochain épisode. Je suis d'accord, on va faire un behind the scene, et vu qu'on partage plein de liens, on est justement, ce que disait Julien, c'est qu'on a mis un petit système où en fait on fait notre collecte de liens, tout ça c'est agrégé à un seul endroit, et je pense qu'on pourrait release une petite plateforme qui vous permettrait d'explorer facilement les liens qu'on partage, parce qu'en fait on fait cet effort de curation, et l'idée c'est que vous puissiez ensuite, vous auditeurs, jouer avec ces liens-là et découvrir les choses même si on les a dit il y a des mois. Un clip, probablement. Un CLI, ouais. Un CLI ou une UI, parce que je pense que c'est sympa aussi de faire des UI. J'en avais développé une, genre pour mon blog perso, je pense qu'on pourrait reprendre, qui était plutôt bien foutu pour ça. Ouais, carrément. Carrément. Bon, bah trop stylé. Merci et bon début de semaine du coup. On a enregistré un lundi aujourd'hui pour changer. Ouais, mais après, c'est publié le mercredi, donc c'est bon milieu de semaine à tous les gens qui écoutent. Bon début fin de semaine. Début de fin de semaine. À la semaine prochaine, tout le monde. Salut.